Le monde ouvrier en France a connu un 19e siècle houleux, violent et marqueur d'un bouleversement social sans précédent. Nous avons vu juste avant que la vie d'un ouvrier durant ce siècle était pour le moins difficile, avec des horaires de travail ne laissant que le strict nécessaire de temps, de repos, pour pouvoir retourner au travail. Rien n'était encadré, ni les heures de travail, ni les salaires, ni la sécurité des ouvriers sur leur lieu de travail. Tout était donc à faire, et les révolutions émaillant ce siècle ont permis à la classe ouvrière d'obtenir leurs premiers droits, dont celui de se syndicaliser. Les syndicats obtiennent leur existence légale avec la loi Waldeck-Rousseau en 1884, bien que ceci ait déjà pris forme depuis plusieurs années dans la clandestinité. Représentant des ouvriers, les syndicats vont au fil du XXe siècle connaître une grande adhésion pour ensuite décliner jusqu'à une situation proche de leur début aujourd'hui. Mais durant tout le siècle passé, ils mèneront des combats qui permettront de véritables avancées sociales en parallèle avec l'État qui pourvoira lui aussi à l'aide envers les ouvriers. Les réussites des ouvriers ruisselant sur l'ensemble du monde du travail, avec les 39 heures dans un premier temps, les congés payés, etc. Ainsi, dès que l'autorisation de se syndiquer est mise en place, de nombreuses bourses du travail se mettent elles aussi en place à travers la France pour représenter les ouvriers et obtenir notamment la reconnaissance de la responsabilité des entreprises dans les accidents de travail. En effet, jusqu'alors, on comptait seulement un ouvrier sur 5 obtenant des indemnités suite à un accident, et encore, ce chiffre ne prend en compte que ceux qui ont pu aller requérir devant un tribunal. En 1892, les bourses du travail se fédèrent et s'unifient finalement en Confédération générale du travail en 1895, la CGT. Affirmant son indépendance des partis politiques, elle se donne pour rôle, dès le début du XXe siècle, de négocier avec le patronat comme avec l'État pour améliorer en permanence les conditions de travail des salariés et par là même les conditions de vie. En pleine mise en place du taylorisme et du fordisme, le syndicat lutte par exemple contre la mise en place systématique et demande un encadrement de son application. Dès le début, plusieurs tendances s'opposent dans le mouvement syndical, entre notamment réformistes et révolutionnaires. Les premiers pensent que les changements viendront par la discussion et l'État. Les seconds ne voient que la grève générale et le grand soir pour mettre en place une véritable reconnaissance de la condition ouvrière. Quelles que soient les tendances, les élections au suffrage universel sont tenues de prendre en compte la classe ouvrière massive et nombreuse. La Première Guerre mondiale marquera une pause dans les luttes ouvrières au nom de l'union sacrée et du fait que la majorité des ouvriers est envoyée au front. De retour de la Grande Guerre, les hommes reprennent leur place et les syndicats retrouvent leur place eux aussi dans le monde social. Il faudra cependant attendre 1936 et l'arrivée au pouvoir pour la première fois du Front populaire, représentant de gauche de la classe ouvrière, pour que les premières grandes lois sociales soient votées et mises en place. D'ailleurs, cette arrivée au pouvoir sera doublée d'une grève générale dans les usines à travers l'ensemble du pays, pour pousser les nouveaux élus à mettre en œuvre le plus rapidement possible les promesses sociales, ce qui sera donc chose faite avec les accords de Matignon. Après la Seconde Guerre mondiale, c'est l'État lui-même qui portera une nouvelle avancée sociale, la sécurité sociale, alors que le nombre de syndiqués est au plus haut. Mais durant ces périodes, les positions apolitiques de la CGT se fissurent avec le rapprochement du Parti communiste, notamment du RSS, et en France. Le syndicat va donc connaître plusieurs scissions, en donnant naissance à la CFDT, la Confédération française démocratique du travail, plutôt réformiste, et FO, Force ouvrière, plutôt révolutionnaire. En mai 1968, la France explose en une nouvelle grève générale, à laquelle se greffent les étudiants et permet à nouveau de véritables avancées sociales avec une augmentation des salaires de 10% en moyenne et la prise en compte du statut de l'ouvrier notamment. Mais dans le même temps, l'automatisation arrive, suivie de près par les crises pétrolières des années 70, provoquant la délocalisation des usines hors de France pour des coûts moindres et la fermeture des mines. Les ouvriers représentent alors de moins en moins de salariés pour devenir aujourd'hui l'une des classes minoritaires parmi les travailleurs français. Les syndicats, quant à eux, perdent aussi de leur attrait, passant d'un salarié sur 2 syndiqué en 1950 contre 1 sur 20 en 2010. Donc ces chiffres valent uniquement pour le privé.
En même temps, ils perdent fortement de leur puissance, étant vus comme trop éloignés des problèmes réels rencontrés par les salariés ou simplement trop nombreux pour pouvoir peser. Bref, les syndicats ont eu une action réelle et positive au cours du XXe siècle pour les avancées sociales des ouvriers en particulier et des salariés en général. Si leur force n'est plus la même aujourd'hui, leurs objectifs et combats ne sont plus les mêmes non plus. Sans doute vivons-nous un changement dans les luttes qui peut-être donneront naissance à de nouvelles formes de groupes de défense et d'obtention des droits pour les travailleurs, à moins que les syndicats eux-mêmes ne se métamorphosent en quelque chose de nouveau.